Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici Simon Lessard en compagnie de nos 3 chroniqueurs du magazine Le Verbe cette semaine. Laurence Godin-Tremblay, bonjour. Salut Simon. Ariane Beauferret, salut. Simon. Et Jean-Christophe Jasmin. Bonjour Simon. Très content que tu sois avec nous aujourd'hui à l'émission. Pour briser la glace cette semaine, comme on se rapproche de Noël, malgré tout, je sais qu'il y en a qui aiment plus ou moins entendre des chants de Noël, mais vous, avez-vous un chant de Noël préféré? Ariane, je commence avec toi. Moi, j'ai pas un chant préféré, mais j'ai un CD que je mets tout le temps. Un vieux CD là, qu'on met réellement dans un lecteur de CD. C'est John Littletown chante Noël. C'est vieux, là. Je pense que c'est les premières chansons. C'est des classiques. Ah oui, c'est des classiques. Il y en a quelques-uns, c'est ses compositions. Mais il a fait des enregistrements dans les années 90 avec orchestre et chœur d'enfants. Puis ça me met tout de suite dans l'ambiance de Noël. Merci. Toi, Laurence? Moi, je vais y aller avec Minuit chrétien, là, classique. Là. Ah. J'aime beaucoup le... En fait, il y a j'allais dire verset, là. Il y a un vers qui me frappe le plus, là. C'est « Peuple à genoux ». Là. Et moi, ça m'a toujours beaucoup touchée parce que je me souviens qu'au début de ma conversion, la première fois que je suis allée à l'église, j'avais 18 ans. Puis quand j'ai vu les gens s'agenouiller lors de la consécration, là, ça m'a beaucoup touchée parce que j'avais jamais fait ça, là, physiquement, m'agenouiller devant quelque chose. Puis je pense que ça a contribué à ma conversion, là, de voir ça, là, de voir des gens se mettre à genoux devant quelque chose de plus grand qu'eux. Plus grand que l'homme. Plus grand que l'homme. Jean-Christophe, une chanson de Noël préférée? Écoute, j'hésite entre deux. Je vais faire mon bon protestant. Soit Blue Christmas de Elvis. Oh! Quand même. Ou, mais ça remonte à mon enfance, l'Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach. Ah, là, tu triches. Ma mère mettait ça tout le temps. On n'avait pas beaucoup de disques. Fait qu'à Noël, c'était le disque. En fait, c'était comme une pochette avec 4. Surtout l'introduction, c'est tellement joyeux. Hein? Ouais, c'est ça. Moi, c'est Petit Papa Noël, en fait. Pas pour vrai, pas pour vrai. D'abord, il y a une telle disproportion entre l'intensité et les paroles, mais parce qu'en fait, c'est plein de sens spirituels au second degré. Il va falloir que tu m'expliques Petit ça. Papa Noël, quand tu descendras du ciel, c'est clairement l'incarnation, avec des jouets par milliers, c'est toutes les grâces. N'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, l'ascension, évidemment, il faudra bien te couvrir. Parce qu'il y a réfléchira. sur la croix. Dehors, tu vas avoir si froid, le péché dans le monde, tu comprends? C'est un peu à cause de moi, mon péché qui crucifie. Je pense que t'es fait pour le symbolisme, Simon. Oui. Change de tradition un peu, là. Voilà, alors vous serez attentifs cette année en écoutant les paroles de Petit Papa Noël. Durant la prochaine demi-heure, nous ne parlerons pas de chant de Noël pendant 30 minutes. Nous discuterons ensemble plutôt des avantages et retombées socio-économiques des groupes religieux au Canada. Les religions devraient-elles jouir d'avantages fiscaux? Nous entendrons aussi l'édito de Laurence Godin-Tremblay qui s'est emballée pour une banane scotchée à un mur. Mais tout d'abord, on commence cette émission avec un enjeu de société en éducation de la petite enfance. Ça brasse dans le monde de la petite enfance au Québec ces derniers temps. Grève progressive, pénurie de gardiennes, démission de près de 10 000 éducatrices ces dernières années, baisse des inscriptions au cégep dans le domaine et surtout 34 000 enfants en attente d'une place. Ariane Beauferret, clairement, là, les places manquantes en garderie ne seront pas comblées immédiatement, dans quelques mois, même pas même quelques années. Qu'est-ce que ça révèle sur notre rapport à la petite enfance au Québec? C'est sûr que ça révèle, je pense, plein d'incohérences. On a une loi qui a été beaucoup modifiée, la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Puis cette loi-là, dans l'article 2, elle nous dit déjà que c'est un droit des enfants de recevoir un service de qualité, finalement, que ça répond à leurs besoins. Mais on ne veut pas payer correctement les éducatrices, qui sont d'ailleurs en grève progressive en ce moment. On ne veut pas payer non plus les parents qui décident de garder leurs enfants à la maison. Il y a des allocations, bien sûr, mais le congé parental, il dure 18 mois, puis ça ne remplace pas un salaire, les allocations familiales. Et en plus de ça, on est très exigeant sur la qualité des services de garde, des CPE, des milieux familiaux. Aujourd'hui, tous les services de garde, ils doivent être au moins en lien avec un bureau coordonnateur qui va vérifier, faire une inspection 4 fois par an, vérifier que le service il est suffisamment bon. Plein de petits règlements que les éducatrices doivent respecter. Ceux qui ont été ajoutés pendant la pandémie, après la pandémie. Il y a eu plein de services de garde qui ont fermé à cause de tout ça. Bien sûr, on ne veut plus d'avoir uniquement du gardiennage pour les enfants. Avoir juste une voisine qui va garder 6 enfants n'importe comment, de façon qui n'est peut-être pas sécuritaire ou qui ne prend pas en compte les besoins particuliers des enfants, des besoins particuliers qui augmentent en plus. On veut que les enfants, ils soient bien, ils s'épanouissent dans des beaux milieux
Et c'est ça. Mais par contre, on ne paye pas suffisamment les éducatrices. Et donc, on a un manque énorme. On a au cégep de moins en moins d'inscriptions en technique d'éducation à la petite enfance. Souvent, c'est des jeunes qui sont très motivés, qui aiment les enfants. Et dès qu'elles commencent leur stage, là, c'est la déconfiture totale parce que c'est une charge de travail qui est très importante et elles sont très mal payées comparées aux autres techniques. Quelqu'un qui va faire une technique en travail social, par exemple, son salaire, il va commencer à $30 de l'heure. $30 de l'heure, actuellement, c'est le salaire maximum d'une éducatrice qui a fait une technique aussi en 3 ans. Donc, puis c'est des domaines qui sont quand même assez proches. En éducation spécialisée, le salaire maximal, il peut monter jusqu'à $45-50. Donc, Ariane, je me demandais, là, tu parlais de la loi québécoise qui donne un droit aux enfants à recevoir un service de garde personnalisé de qualité dès la naissance. Est-ce que, dans le fond, ce service-là d'excellence, il ne devrait pas être donné normalement en tout premier lieu par les parents? Autrement dit, les enfants ont le droit d'être bien gardés. Puis c'est qui les premiers gardiens des enfants? C'est les parents, non? Les tout premiers. Puis d'ailleurs, dès qu'on devient parent, en fait, c'est quelque chose... On voudrait des fois que les parents ils aient un diplôme avant d'avoir des enfants, qu'ils deviennent compétents avant d'avoir des enfants, parce qu'on dit c'est tellement important. Puis là, il y a des parents, ils ne savent pas s'occuper de leurs enfants. Mais en fait, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de responsabilité. Dès qu'on a un enfant, on devient parent. C'est notre état qui change, ce n'est pas notre métier qui change. Et donc cet état, il change, on est responsable d'eux. Et donc c'est un devoir qu'on a envers eux. Devoir de prendre soin d'eux, devoir de les guider, devoir aussi de les discipliner, de leur donner un cadre dans lequel ils aient des règles et des limites. Et ce qu'on remarque, que c'est pas évident aujourd'hui. C'est aussi dans la tradition chrétienne aussi, c'est ce qu'on demande aux parents de faire. C'est pas évident. Il y avait un article dans la presse il y a très peu de temps, je pense que c'est cette semaine ou la semaine dernière, qui montrait que les élèves du primaire, il y en a qui arrivent, ils savent pas fermer leur manteau, il y en a qui portent encore des couches, il y en a qui savent pas monter les escaliers. C'est quand même des choses de base et ils sont extrêmement frustrés dès on leur dit non, dès qu'ils doivent patienter. Il y a un rapport aux écrans qui est compliqué aussi. Et on se dit, mais les parents, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi est-ce qu'ils éduquent plus leurs enfants? Les parents, je pense qu'ils sont dans un climat où ils sont stressés, où ils n'ont pas de temps. On a un rythme de vie qui est effréné. Et donc, on arrive à un point où on ne peut plus répondre à notre responsabilité, en fait. Est-ce qu'on n'a pas envoyé un message dans la société que, dans le fond, c'est plutôt l'État qui s'occupe de l'éducation des enfants à travers les écoles, les garderies publiques? Et puis ça, inconsciemment, les parents finissent par absorber ce message-là et se déresponsabiliser même d'enseigner des choses de base aux enfants, comme d'attacher ses souliers. Oui. On dit, l'école le fera, les gardiennes le feront. Nous, l'État nous demande plutôt de travailler pour stimuler la croissance économique. Mais le paradoxe, de ce que j'ai lu dans l'article, c'est que les employés dans les services de garde, les CPE et tout ça, ils se plaignent que les parents sont s'immiscent beaucoup, là, c'est-à-dire sont très exigeants par rapport à l'éducation que reçoivent leurs enfants. Donc, il y a comme... En même temps, les parents se mêlent plus, on dirait, qu'avant, là, sont plus anxieux, sont plus... les profs aussi, je pense, les profs au primaire, les profs au secondaire rapportent la même chose, là. Donc, il y a comme... Tu dis, les parents délèguent plus, mais en même temps, on dirait qu'ils s'immiscent plus, paradoxalement aussi. C'est à se demander comment on a réussi à faire des enfants pendant autant de siècles sans l'aide de l'État. Moi, je me demande sans vraiment... Sans diplôme universitaire, sans technique. Fait que, tu sais, il y a quand même une tension aussi, parce que je comprends comme le besoin de payer tout le monde avec un salaire qui soit juste, mais à quelque part, si les parents travaillent une journée sur 2 pour l'État, il faut comprendre que si on n'avait pas ces services-là, on aurait aussi, dans chaque famille, à travailler 50% du temps. Là. Donc, il y a cette tension-là aussi où est-ce que l'État est le véhicule le plus efficace pour offrir ce genre de service-là? Moi, j'en doute fort. Moi, je pense que c'est un partenariat, en fait. Puis s'il y a des familles qui veulent s'occuper de leurs tout-petits pendant les premières années, ça devrait être possible. Et on devrait peut-être les aider plus aussi. On devrait les aider plus, puis ça ne devrait pas signifier travailler la fin de semaine, travailler de nuit parce qu'on veut rester à la maison, ce qui arrive de plus en plus souvent. Puis aussi parce qu'il y a une pénurie de places de garderie, donc les parents, ils n'ont pas le choix de trouver des moyens de garder leurs enfants. Mais aussi un partenariat parce que l'enfant, au début, il est dans son petit cercle familial, puis il y a cette ouverture au monde. Et dans le temps, je pense qu'il y avait les tantes, les oncles, les grands-parents, le village tout autour qui aidaient à surveiller aussi les enfants qui jouaient dans la rue, par exemple. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne dans la rue, il n'y a plus personne dans les parcs. Et le parent, il se retrouve tout seul, finalement. C'est soit il est tout seul, soit il met ses enfants à temps plein au CPE. Donc, il y a un équilibre à retrouver, je pense, certainement, pour le bien des enfants et le bien des parents aussi.
Ariane Beauferré, chroniqueuse pour leverbe.com. Merci beaucoup. Merci Simon. La semaine dernière à New York, une banane scotchée à un mur a été vendue aux enchères 6,2 millions de dollars américains. Cette nouvelle a laissé perplexe autant les médias que monsieur, madame, tout le monde. Mais toi, Laurence Godin-Tremblay, tu y vois une bonne nouvelle pour l'art. Excellente nouvelle, en effet, Simon. Pas parce que c'est beau, je vous rassure, mais parce que c'est laid. Et que tout le monde le sait. La bonne nouvelle, Simon, c'est la réaction saine dans tous les médias. La première fois que j'ai entendu parler de cette banane à 6,2 millions, je me suis demandé sincèrement si on n'était pas tombé dans une dystopie du style Le meilleur des mondes ou 1984. Mais tout de suite, Simon, j'ai été rassuré. Non, l'humanité n'a pas perdu le Nord, pas encore. Comment vous exprimer ma joie en entendant Anne-Marie Dussault de Radio-Canada pouffer de rire en présentant cette nouvelle? Comment ne pas se réjouir en écoutant même les plus grands spécialistes d'art contemporain reconnaître l'absurdité de la situation? OK, d'accord. Tu n'aimes pas la banane, Laurence, et personne d'autre. Mais pourquoi? La beauté n'est-elle pourtant pas dans l'œil de celui qui regarde? Ne dit-on pas que le beau est subjectif aujourd'hui? Le beau n'est-il pas subjectif, Laurence? Voilà tous les génies de Maurizio Cattelan, celui qui a fait l'œuvre, contredire cette prétention à la pure subjectivité en nous présentant du lait objectif. Ce que personne n'osera déclarer beau sans rire, une banane scotchée sur un mur. Et si le lait est objectif, son contraire, le beau, l'est aussi. Et on peut s'entendre sur la définition du beau. Je ne sais pas si vous en avez une dans votre poche. Oui, c'est pas facile. Une proportion, une harmonie, un éclat, quelque chose comme ça. J'aime les vitraux. Les vitraux. Alors, je t'apprends rien, Simon, toi, homme d'une grande culture, en te disant que Socrate déjà se posait la question. Il demanda un jour à un savant reconnu, Hippias, ce qu'est le beau, qui lui répondit: le beau, c'est une belle vierge. Oh, c'est moins politiquement correct aujourd'hui comme réponse. Ça remarque qu'il y a un grand engouement pour la Un pornographie. masculiniste à ses heures, ce Hippias. Et une belle marmite, s'empresse de répondre Socrate. C'est beau aussi, Hippias, une belle marmite. Il aurait pu dire une belle banane. Hippias se choque et s'indigne, comme nous aujourd'hui devant l'œuvre de Maurizio. Comment oses-tu, Socrate, comparer une belle vierge à une marmite? Comment ose-t-on appeler une banane scotchée sur un mur de l'art? Bon, le beau demande proportion, complétude, te dit Simon, mais aussi splendeur et clarté. On veut quelque chose qui transcende la simple utilité. Donc, pas une marmite et pas une banane. Mais alors, la question de l'heure. Maurizio Cattelan et surtout l'acheteur de cette banane, l'entrepreneur chinois Justin Shen, en espérant le dire comme il faut, est-ce que ce sont des pauvres idiots? Est-ce que ce sont des pauvres idiots, Laurence Godin-Tremblay? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, si j'ai bien compris, je pense qu'il l'a mangée, la banane. Puis Il va la manger, pas le choix, parce que c'est une œuvre éphémère. Là. Ah oui, puis il a dit qu'il allait vivre une émotion artistique en la mangeant. Mais j'y crois pas trop, personnellement. Moi, je pense que tout ça, c'est une affaire de cash et de publicité gratuite. Ouais. Juste le fait que le monde entier ait parlé de lui, ça vaut beaucoup plus que Peut-être de 6 fraude millions de fiscale dollars aussi. en investissement marketing. Alors, tout le contraire. Loin de pauvres idiots, c'est eux qui se servent de notre stupidité à tous. Moi, la première, votre homme, le servante. Hein? Jamais le dicton qui rira bien le dernier n'aura été aussi vrai. Le titre lui-même de l'œuvre aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, nous prévenir du piège. Comédienne, humoriste en français. Et le choix du fruit, la banane, renforce la prétention comique. L'œuvre ne veut ni émouvoir ni élever l'âme, mais faire rire. Et on ne rit pas du beau, mais du lait. Les enfants, par exemple, rient de quelqu'un qui glisse sur une banane. Et aujourd'hui, Maurizio rit des millions de gens qui, en s'intéressant à son œuvre, ont vu comme leur attention glisser sur une banane. Et Justin Shen, loin d'avoir perdu 6 millions, comme le notait Simon, fait un coup de publicité et clairement son achat portera du fruit. Simon, cette œuvre moque notre tendance réactionnaire, notre fascination pour les scandales. Elle profite du plaisir qu'on prend à dénoncer les autres, à enlever la brindille dans l'œil de l'autre au lieu d'ôter la banane dans notre œil. Quel est mon conseil, donc, devant cette banane scotchée sur un mur? Quel est ton conseil? Faire tout le contraire de ce que je viens de faire et ne pas en parler, ne rien dire à son sujet. Ou du moins ne plus en parler, car maintenant qu'on a découvert la vérité profonde de l'œuvre, à savoir que ni le lait, ni le beau n'est pure subjectivité, maintenant qu'on a compris ça, ben, on n'a plus besoin d'en parler, c'était une vérité profonde. Comme dirait le renard dans la fameuse fable, cette leçon valait bien 6 millions, sans doute. Et à tous ceux qui nous écoutent, sachez que j'accepte volontiers, moi aussi, pour quelques millions, de me rendre à votre demeure et de scotcher sur le mur de votre choix cet édito fruitier.
Merci, Laurence. Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse pour leverbe.com. Merci beaucoup pour cet édito franchement rigolo. Une étude de l'Institut Cardus dévoilée à la mi-novembre révèle que l'exonération fiscale des organismes religieux au Canada générerait, selon l'effet de halo, plus de 18 milliards de retombées économiques chaque année au pays. Notre question de discussion cette semaine, choisie par Jean-Christophe Jasmin, les religions devraient-elles jouir d'avantages fiscaux? Jean-Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Bien, certainement. En fait, il faut voir c'est quoi qu'on définit comme avantages fiscaux aussi, parce que souvent, on va dans le langage commun, on va dire que l'État subventionne les groupes religieux, les lieux de culte. C'est plutôt qu'il les taxe pas ou les impose pas comme les autres. C'est vraiment comme la neutralité religieuse de l'État appliquée au niveau fiscal. On ne donne pas d'argent, mais on ne prend pas ton argent pour la verser dans d'autres programmes de l'État. Donc, je crois que c'est tout à fait juste et c'est une bonne manière de laisser un service public être financé par ceux qui en profitent, sans le taxer, puis sans avoir l'État qui vient soutenir une religion par rapport à une autre. Là, juste pour que je comprenne bien le propos de l'étude de Cardus, eux, ils parlent de effet halo. C'est quoi là, cet effet halo? Comment est-ce que 18 milliards de dollars ont été générés au Canada en ne taxant pas les religions? Bon, dans le fond, l'effet de halo, c'est principalement de voir c'est quoi l'effet qu'une communauté religieuse peut avoir sur son environnement. L'étude a utilisé une méthodologie développée à l'Université de Pennsylvanie. Donc scientifique. Donc scientifique, mesurable. C'est pas l'ensemble de l'effet que les communautés religieuses ont sur leur environnement. Il y a beaucoup d'effets qui sont difficilement quantifiables. On s'est limité à ce qui est plus quantifiable. Et donc, l'étude a porté sur 40 communautés religieuses à travers le Canada. Puis on a remarqué que les communautés religieuses vont avoir un effet positif dans l'eau qui est plus de 10 fois supérieur aux exemptions fiscales qu'ils reçoivent. Donc, chaque dollar qu'on ne taxe pas permet à ces communautés-là de générer dans l'économie locale environ 10 dollars de bénéfices, c'est ça? Bien, c'est qu'il n'y a pas une relation directe $1 pour $1. S'il n'y avait plus d'exemption fiscale, ce ne serait pas tous les organismes qui fermeraient du jour au lendemain, mais certainement, ça aurait un impact qui ne serait pas gagnant pour la société. Ça peut être quoi, comme par exemple, ces effets positifs? Bien, il y a plusieurs, ça dépend vraiment des traditions religieuses, mais il y a plusieurs pratiques, par exemple. Bon, premièrement, prenons un point de vue strictement économique. Le gouvernement a mis dernièrement 11 millions de dollars, je pense, pour faire venir les Kings 2 fois à Québec, ou 9 millions pour l'Omnium de golf canadien à Montréal. Là, c'est des subventions. Là, c'est des subventions. C'est de l'argent qui est versé. Puis l'argument qu'on va dire, c'est que ça crée du tourisme, ça crée des gens qui vont venir, qui vont participer. Donc déjà, les activités de base d'une église, par exemple, les mariages, les funérailles, les cérémonies de baptême. Les gens achètent de l'essence, vont au restaurant, stimulent l'économie autour du lieu de culte. Nous, en tout cas, la pizzeria du coin, on l'a financé en masse. Ouais, ou les cafés. Ah, certainement. Nous aussi, dans les églises, il y a vraiment... c'est une tradition. On dit souvent notre signe religieux ostentatoire aux protestants, c'est des certificats cadeaux chez Saint-Hubert. Donc, il y a ce genre d'impact-là. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. D'abord, il y a aussi... des locaux qui sont souvent mis à disposition du public gratuitement ou en bas des prix du marché pour alcooliques anonymes, des choses comme ça. Il y a l'accompagnement pastoral aussi, qui est comme une forme de travail social, d'accompagnement pour les gens. Le côté charité aussi, aide aux plus démunis, aux malades, aux familles, aux immigrants. Beaucoup de communautés religieuses offre des services à des gens qui tombent un peu dans les cracks des services de l'État. Exactement. Ça, là-dessus, par contre, l'étude va être quand même prudente, puis va essayer de mesurer seulement ce qui est vraiment quantifiable. Donc, pour moi, l'effet de halo, c'est simplement la pointe de l'iceberg par rapport à l'ensemble des effets positifs qu'une communauté religieuse peut avoir dans un environnement. Mais il y a l'entretien du patrimoine aussi, en plus, là. C'est des très beaux bâtiments qui ont un rôle dans les villages, notamment aussi, qui ont été construits par eux. Oui, pour les religions, disons, établies depuis plus longtemps. Oui. Comme les catholiques, on va s'entendre, vous avez des plus beaux bâtiments que nous autres. Il n'y a pas grand monde qui font un pèlerinage. Oui, c'est ça. Mais non, certainement, si on regarde, mettons, à Montréal, on dit que 14 % du tourisme à Montréal, des touristes vont déclarer que l'attraction principale qu'ils vont visiter, c'est un édifice religieux.
Donc, si on fait juste prendre 14% des retombées touristiques qui ont lieu à Montréal, qui ont rapport avec le religieux, bien, on couvre amplement les 180 millions d'exemptions fiscales qui sont accordées chaque année au Québec. Bien, moi, il y a un point qui me frappe, là, c'est ça. Bon, il y a des choses qui sont mesurables, comme le tourisme ou des choses comme ça dont on a parlé, là, mais c'est frappant, c'est ça. Tocqueville a ce raisonnement-là de la démocratie en Amérique, là, que c'est particulièrement des temps démocratiques, bizarrement, qu'on a besoin de religion. Puis là, il y en a qui pensent qu'il fait du prosélytisme ou des choses comme ça, mais c'est vraiment un point de vue complètement sans se prononcer sur la croyance de Tocqueville. Là. Un athée pourrait dire ça. Là. C'est vraiment, nous allons utiliser la religion pour, bon, les avantages qu'on a nommés, mais aussi pour relever les mœurs. Là. Et lui, il parle que c'est parce qu'en démocratie, on devient matérialiste, individualiste, on se sépare les uns des autres, on a moins besoin de la hiérarchie. Jamais remarqué ça dans notre société, Laurence. C'est vraiment un lien de société qui se brise. Puis on en a parlé tantôt avec les parents, par exemple. Les parents, aujourd'hui, c'est vrai, ils ont de la difficulté à trouver de l'aide. C'est soit l'État, soit eux. Mais par exemple, à l'Église, il y a beaucoup d'activités pour les familles, pour les enfants. Il y a des matinées mamans pour les mamans qui sont en congé de maternité, des choses comme ça. C'est vraiment, à ce moment-là, c'est pour ça que Tocqueville voyait dans la religion quelque chose de salutaire en temps démocratique. C'est vraiment pour lier les gens ensemble. Il y a l'importance des corps intermédiaires pour préserver la démocratie aussi, parce que les communismes, je pense à Staline, isolaient les individus de l'État. Tout dépendait de l'État. Et n'ayant plus de famille ou de paroisse, ou de coop, appelez-les comme vous voulez, les corps intermédiaires, l'État devenait tout puissant, puis finalement, les libertés démocratiques s'évanouissent. Puis je pense que c'est ça qui est particulièrement compliqué au Québec et qu'il faut rappeler. Je pense que la Révolution tranquille, c'est l'histoire à quelque part d'une prise en charge des ministères de l'Église catholique par l'État. Puis on dirait dans l'imaginaire collectif, ces corps intermédiaires n'existent plus. En tout cas, c'est pas très fort dans les sociétés post-catholiques comme le Québec, contrairement à ce qu'on voit aux États-Unis. Et donc, juste d'expliquer qu'un service religieux, c'est un service public qui est offert par une autre entité que l'État, dans la tête, la plupart des gens, c'est comme, non, si c'est pas un service public, si c'est pas l'État qui offre un service public, bien, certainement c'est une entreprise privée puis elle devrait être taxée. Mais une église, c'est comme un hôpital, c'est comme une autoroute, c'est comme les organismes culturels aussi. Comme les organismes culturels. Donc, pourquoi est-ce que on a oublié au Québec que, justement, ces corps intermédiaires-là, qui sont nécessaires à la vie démocratique, on n'a plus de cases où les mettre. Je trouve intéressant aussi l'argument de séparation des religions et de l'État, rendre à César ce qui vient à César et à Dieu ce qui vient à Dieu, parce que dès qu'il y a un lien économique, il y a une forme de dépendance qui s'établit. Donc, de même que si les religions reçoivent beaucoup d'argent de l'État, elles risquent de se pervertir pour plaire à l'État. De même si, du jour au lendemain, les villes se mettent à recevoir plein d'argent des lieux de culte, peut-être que les élus vont se mettre à vouloir tendre l'oreille beaucoup plus aux religions qu'à l'heure actuelle. Donc, c'est une manière de préserver aussi l'influence de l'État sur la religion que de ne pas recevoir des revenus des religions. Et ça, on en parle très rarement dans l'espace public. Exactement. Puis il y a comme un consensus en Occident de séparation de l'Église et de l'État. Ça a pris du temps à arriver, mais on oublie que ça va, comme tu dis, dans les deux sens. Souvent, les groupes religieux restent neutres au niveau politique. On ne s'immisce pas dans la politique partisane, mais comme le dit si bien l'adage américain, pas de taxation sans représentation. Bien, à partir du moment où les groupes religieux deviennent des contribuables, bien, ça devient plus vraiment éthique d'empêcher ces groupes-là d'avoir des positions partisanes ou politiques. Et je ne pense pas que ça serait un plus pour notre vie démocratique. On le voit dans certains États où, quand le religieux s'intègre vraiment aux politiques, ça a tendance à déraper aussi. Une chose qui choque, par contre, certaines personnes au Canada, c'est qu'on voit que des mouvements sectaires se déclarent religion et jouissent d'avantages fiscaux. Et là, ça nous met mal à l'aise, ou parfois même des gens qui inventent une religion farfelue simplement pour ne pas payer d'impôts dans leur propre maison. C'est comme si au Canada, on n'est pas capable d'avoir une définition claire de ce qu'est une religion, et puis tout devient religion et ça devient farfelu. Ouais, c'est qu'il y a un enjeu quand même difficile là-dessus. C'est vrai que la loi canadienne, je pense, permet que la religion, c'est la croyance sincère même d'un individu. Tu n'as même pas besoin d'appartenir officiellement à un groupe. Pour t'incorporer comme organisme religieux, je pense que ça prend 3 personnes.
l'affaire, c'est que t'es pris à un certain moment, c'est est-ce que tu veux que l'État devienne arbitre de qu'est-ce qui est religion légitime et qui ne l'est pas? C'est pas à l'État de définir c'est quoi la religion. Tout à fait. Après ça, par contre, ce que l'État peut faire, ce que Revenu Canada ou Revenu Québec peuvent faire, c'est de dire, attends, est-ce que les activités de ce groupe-là sont fondamentalement de nature religieuse ou c'est une entourloupe pour faire des activités commerciales ou du divertissement ou des choses comme ça? Ou remettre des reçus de dons de bienfaisance. Exactement. Et ça, là-dessus, j'ai aucun problème à ce que l'État soit sévère sur ces questions-là. Merci. Alors, la discussion est lancée, peut se poursuivre sur la page YouTube du Verbe Média. Vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com. Ariane Beauferret, si on veut se préparer à Noël cette année, à part acheter des cadeaux et préparer la nourriture, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Le Cyber Monday, Simon, non. Non, on peut essayer de redécouvrir un peu le sens de Noël. Il y a plusieurs parcours en ligne qui existent. Il y a des applications comme YouPray ou Hosanna qui proposent des parcours, soit pour redécouvrir les textes bibliques qui sont en lien avec Noël, pour aussi vivre des méditations, il y a des commentaires. Il y en a un autre qui s'appelle Avant dans la ville, je pense que c'est les Dominicains. Ouais, les Dominicains de France, Avant dans la ville. Exactement, il y a les Bernardins qui vont proposer aussi plus des conférences, il y en a qui aiment du contenu plus intellectuel. Donc il y a un moyen différent qui n'est pas seulement d'acheter, qui n'est pas seulement aussi de préparer la fête, mais aussi de redécouvrir ce sens-là. C'est aussi un rôle, comme on a parlé d'éducation, c'est le rôle des parents aussi, de transmettre c'est quoi Noël, puis c'est pas juste le Père Noël puis les cadeaux, là. Il y a un sens profond et on peut le redécouvrir en famille aussi. Et même si on n'est pas chrétien, il reste que cette fête dans notre culture, elle vient du christianisme et c'est la moindre des choses que de transmettre au moins cet héritage et cette connaissance pour ne pas être purement ignorant. Et surtout qu'on a, notamment, il y a des marchés de Noël par exemple qui font des expositions de crèches. Et régulièrement, il y a des familles qui ne savent plus c'est qui les personnages dans la crèche. Le simple fait de regarder, OK, ça c'est les rois mages, ça c'est Jésus, Marie, puis d'expliquer l'histoire, c'est déjà une transmission de notre héritage. Même si on n'est pas croyant, en fait, c'est comprendre le monde qu'on a reçu, en fait. Merci, Ariane. Alors, on mettra des liens sur YouTube si vous voulez découvrir ces applications et ces parcours pour retrouver le vrai sens de Noël. On se laisse cette semaine sur la chanson La simple traversée de l'autrice, compositrice, interprète originaire de Québec, Audrey Michel. C'est tiré de son plus récent album La montagne en forme de maison, sorti le 22 novembre dernier. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs. La route vers toi était une chance, celle de revenir à la maison. Rien ne pouvait empêcher que j'avance, j'étais plus forte que les